Bien, bonjour à tous. On va démarrer. On attend encore une ou deux personnes. Euh, donc, je suis Joseph Simon. J'anime l'activité commerciale chez Tessie. Et Romain Formal va nous rejoindre dans quelques minutes. Lui s'occupe de la partie marketing. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui, c'est de parler essentiellement de SAE et de conformité, tout ce qui touche à la conformité réglementaire, et donc pourquoi archiver et pourquoi déployer une GDSAE. Donc on va dérouler ça sur trois points fondamentaux. Le premier, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a besoin d'un SAE et pourquoi les entreprises, depuis quelques années, et dans la dernière année, un véritable engouement pour la mise en œuvre d'un SAE. Donc on va voir pourquoi il y a cette démarche en ce moment. Le deuxième élément sera de comprendre en pratique quelles sont les exigences pour mettre en place un SAE. Et en fin de présentation, eh bien, on va essayer de comprendre comment on peut tirer parti de l'effort initial pour mettre en place un SAE et en tirer des avantages supplémentaires. Donc, juste quelques mots pour présenter Tessie d'abord et essayer d'expliquer pourquoi c'est un sujet qui nous touche de près. On a depuis de longues années une expérience dans l'archivage et dans la sécurisation des fonds documentaires. On a donc un certain nombre de clients très significatifs, en particulier la première référence que vous avez en haut à gauche, c'est l'État de Genève, où on stocke un nombre très important de documents, avec évidemment toutes les contraintes qui touchent à l'organisme d'État. Donc ça va de tous les documents qui peuvent aller de la justice, tout ce qui est RH, tout ce qui est hospitalier aussi, tout ce qui est caisse de retraite, pension pour le gouvernement. Le deuxième élément, c'est plus dans le monde de la santé. Donc, on va parler de la MGEN. On a un socle d'archivage qui permet de servir 35 établissements. Et donc là, on est sur des sujets qui touchent à l'hébergement de santé, donc avec des contraintes encore supplémentaires. L'URSSAF, où on a là un volume vraiment colossal de documents. On a plus d'1 milliard de documents en ligne. Et donc, ça montre que les sujets d'archivage vont sur des thématiques qui couvrent des populations très larges et donc des problèmes de RGPD, on en parlera tout à l'heure. Dans le monde de l'assurance, il y a des contraintes, on le verra tout à l'heure, particulièrement sensibles sur le fait de stocker de manière sécurisée et conforme l'ensemble des documents qui touchent aux informations très sensibles sur, par exemple, la retraite, par exemple, le décès, le crédit dans la banque. Donc, des solutions à mettre en place pour couvrir des besoins, vous le voyez, vraiment larges en termes de volume et sensibles en termes d'impact. Donc, Tessie est un hébergeur qui a obtenu les normes NF 461 en particulier, pour les systèmes d'archivage à valeur probatoire. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de discuter un petit peu après des éléments fondamentaux pour mettre tout ça en place. Donc, le premier élément, c'est de bien comprendre pourquoi on va avoir besoin de mettre en place un SAE. Romain, tu nous as rejoint, je pense. Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on constate aujourd'hui sur le marché auprès de nos clients un vrai engouement pour cette démarche de mise en place d'un système d'archivage à valeur probatoire. Et un chiffre qu'on voulait vous partager ce matin, qui nous est communiqué par le cabinet d'études Marques, qui nous dit que près d'un décideur sur deux indique que les processus d'archivage à valeur probatoire sont ceux pour lesquels on portait prioritairement les besoins en 2022. Donc aujourd'hui, on a une entreprise sur deux qui s'est engagée dans une démarche de mise en place d'un système d'archivage à valeur probatoire.
on verra aussi à quelle typologie de besoin ou à quelle typologie d'exigence on vient répondre avec la mise en place de ce système d'archivage électronique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté d'assurer une certaine conformité réglementaire, on le verra, à la fois d'assurer la conservation légale des documents et des données pour pouvoir répondre à ces exigences réglementaires. Et puis, il y a une volonté aussi de transformation digitale des organisations qui nécessite d'avoir une réflexion plus large sur l'ensemble du patrimoine documentaire et de la data d'entreprise qui implique une réflexion plus large sur la mise en place de tels systèmes d'archivage. Alors, si on déroule un petit peu la suite, on va voir que finalement, ce besoin de s'équiper en solution ou en système d'archivage électronique répond finalement à un enjeu qui est très fort aujourd'hui pour vous, qui est un enjeu de respect, de rentrer en conformité vis-à-vis de toutes ces normes, ces exigences qui s'imposent à vous. Alors, on va en décrire quelques-unes avec Joseph. Il y a évidemment le RGPD, qui est, j'ai envie de dire, un peu le fil rouge de ce besoin de conformité, mais il y a aussi des réglementations qui sont un peu plus spécifiques, soit à des domaines métiers, comme la facturation électronique, par exemple, lequel vous allez être tous et toutes concernés d'ici les prochaines années. Et puis, il y a des réglementations qui sont un peu plus spécifiques à des marchés, à des secteurs d'activité, comme, par exemple, des réglementations portées par la CPR, par le Ségur ou encore par certains textes un peu plus spécifiques. Josette, tu voulais peut-être revenir sur quelques exemples ou quelques éléments d'illustration peut-être par rapport à ces différentes normes. Oui, bien sûr. Par exemple, si on parle de la CPR qui touche le monde de l'assurance, on parlait tout à l'heure d'un certain nombre d'exemples dans le monde de l'assurance. Donc l'autorité de contrôle est très, très attentive à ce qui se passe dans le suivi des dossiers par rapport à la loi Eckert et par rapport à la déshérence, par exemple. Et ils n'ont pas hésité, dans le courant de l'année 2022, à pénaliser de manière pécuniaire et de manière très importante de grandes entreprises. Globalement, il y a une première entreprise qui a été sanctionnée à hauteur de 8 millions d'euros en mars 22 et une autre en mai 22 pour 1 million d'euros. Donc, c'est quand même des sommes qui deviennent importantes et sensibles. Voilà, donc on voit qu'il y a dans le courant de l'année 2022 un renforcement important des contrôles et vraiment des pénalités qui tombent de manière ferme. Il y a aussi beaucoup de contrôles qui ont augmenté de la part de la CNIL. Donc on a quelques chiffres ici qui sont un petit peu plus explicites. 54% d'augmentation sur la RGPD spécifiquement. Donc les mises en demeure dont on a pu parler tout à l'heure ont augmenté de 175% en 2022 par rapport à 2020. Voilà, donc on est dans des problématiques qui sont vraiment critiques en ce moment. D'où la notion d'engouement dont on parlait tout à l'heure. C'est plus une contrainte qu'un engouement. C'est la possibilité d'éviter les pénalités. Donc, on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui est recouvert par cette contrainte réglementaire, qu'est-ce qui est attendu à travers l'environnement légal. Donc, Romain, je te repasse la parole. Oui, juste un petit focus effectivement sur deux textes qui sont importants pour nous en termes en matière de conformité et surtout de prestataire de confiance. C'est évidemment la norme sur l'archivage électronique, la certification NF 461, qui s'appuie sur les exigences de la norme NFZ 42013, qui a subi une évolution importante. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces textes
ils font toujours l'objet de révisions, d'évolutions, voire même de nouveautés. Ça a été le cas en 2022 avec cette nouvelle version de la norme. Et vous voyez sur la droite la différence entre la version avant 2022 et la version 2022. Avant, la certification NF461, elle portait sur un processus et elle portait notamment sur un processus en amont de numérisation. Elle couvrait donc à la fois la numérisation et à la fois l'aspect d'archivage électronique au sein d'un système d'archivage électronique. Elle a fait l'objet d'une révision et depuis 2022, la partie archivage a été complètement scindée, séparée de la partie numérisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez deux textes. Vous avez une certification NF461 qui porte sur l'archivage électronique au sens propre du terme, et vous avez une certification NF544 qui porte donc sur la numérisation et notamment la numérisation fidèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux cas, Tessie porte ces deux certifications et on est très attentif à chaque fois à bien respecter évidemment ces différentes exigences pour tous les 2 ans repasser cette certification. Donc, depuis 2022, nous sommes certifiés sur nos deux produits, puisque la certification maintenant, elle porte sur des produits logiciels, à la fois notre produit Docubase, à la fois notre produit Data Content, on y reviendra un petit peu plus bas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la certification, elle ne porte pas uniquement sur un produit, elle porte aussi sur tout ce qui entoure le produit, à la fois l'hébergement, à la fois les éléments de sécurité évidemment, et à la fois les éléments d'organisation interne, puisque nous sommes audités au sein de l'organisation Tessie et nous sommes contrôlés sur des aspects d'organisation, sur des aspects de sécurité de notre data center évidemment, et sur nos infrastructures d'hébergement pour pouvoir respecter l'ensemble de ces exigences. Une autre certification extrêmement importante pour nous aussi, c'est la certification HDS, hébergeur de données de santé, qui nous permet d'accompagner les acteurs et les organismes de santé dans la digitalisation de leurs processus et dans l'hébergement de leurs documents et de leurs données au sein justement de ce système d'archivage électronique pour lequel nous avons cette certification HDS. Cette certification, elle se renouvelle tous les 3 ans. Nous l'avons renouvelée cette année en février 2022 et on en est très content. Et elle permet effectivement, là aussi, de pouvoir donner toutes les garanties en matière de sécurité, de pérennité, d'intégrité, d'anonymisation des données qui sont stockées au sein des systèmes hébergés chez Tessie. Et c'est l'ensemble de nos infrastructures d'hébergement en France qui portent cette certification. Voilà, ça aussi, c'est un point extrêmement important. Évidemment, l'aspect souverain, l'aspect franco-français, qui est aussi très regardé par ces organismes. Donc voilà, c'est deux certifications qui sont extrêmement importantes pour nous. Je ne reviens pas forcément sur la 544, sur la numérisation fidèle, pourra faire l'objet d'un webinaire un petit peu plus tard. Quelques mots très très rapides pour vous dire que cette numérisation fidèle, elle vous permet en fait tout simplement de dématérialiser le papier vers un format digital en garantissant que le format digital porte bien la valeur du document papier, l'original papier, et donc elle permet véritablement de garantir que la copie qui a été faite en digital est une copie fidèle à la copie, à l'original papier. Voilà pour ces quelques éléments de normes. Je sais que c'est toujours parfois un petit peu indigeste, donc on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre en fin de session. Oui, et pour reprendre ce que disait Romain à l'instant, le sujet de l'organisation et du process est quand même très important. Et si on parle de la norme HDS, par exemple, la convention d'archivage avec le client est aussi un élément important du process d'audit et de maintien des certifications. Donc, c'est vraiment quelque chose qui dépasse le cadre du prestataire de service et c'est vraiment toute la chaîne des acteurs qui est impliquée dans le process. Et on est dans une approche non seulement technique, mais aussi organisationnelle. Donc, on va faire un point complémentaire sur la manière dont on peut impliquer
implémenter ces contraintes. Donc là, on a parlé de la norme NF 461 et en fait, en disant que nos établissements sont conformes, l'idée, c'est de comprendre derrière quelles sont les exigences, quelles sont les caractéristiques fonctionnelles à mettre en place pour obtenir cette norme, parce qu'un certain nombre de nos clients s'appuient sur les technologies qu'on propose pour mettre en œuvre chez eux un environnement certifié. Et donc, l'idée est de comprendre quelles sont les étapes à mettre en place et quels sont les points d'attention sur lesquels il faut intervenir. Un élément fort quand même, on a l'habitude d'imaginer une solution d'archivage comme quelque chose qui arrive en fin de course, en bout de course. En pratique, les normes actuelles et les pressions actuelles et la nécessité de gérer un cycle de vie imposent désormais de prendre en compte cette problématique d'archivage dès l'arrivée du document, dès la source. Ce n'est plus à la fin du process qu'il faut verser dans l'archive, c'est vraiment au tout début, de manière à identifier les documents le plus tôt possible et à leur appliquer le bon cycle de vie pour être certain que toutes les exigences de la norme vont bien être appliquées. On parlait tout à l'heure d'évolution des normes. C'est en juin de cette année que le droit à l'oubli impose dans le monde du crédit de limiter l'archivage de 10 ans précédemment à 5 ans. Ces réglementations qui évoluent dans le temps, si on n'a pas pris la peine d'identifier et de typer ces documents dès la source, et on a toutes les chances de laisser passer des failles et donc de se retrouver derrière dans des situations un peu critiques. Romain, tu veux reprendre un peu de détails? Oui, peut-être juste rappeler que au-delà de ce que porte la certification NF 461 en tant que telle et qui permet d'avoir toutes ces garanties en matière de pérennité, d'intégrité, de confidentialité de la donnée, il faut savoir qu'un système d'archivage électronique porte également des dimensions, des caractéristiques qui dépassent, entre guillemets, aussi l'aspect norme, mais qui sont, j'ai envie de dire, vitaux pour amener, pour pouvoir respecter quand même ces éléments. Je pense par exemple à l'aspect évidemment d'indexation, à tout ce qui va concerner, et tu en parlais, Joseph, sur l'arrivée du document dans l'entreprise ou dans le processus, ce qui fait que dès le départ, on doit être capable d'extraire des données, de pouvoir typer ce document, de pouvoir l'associer à un cycle de vie et de pouvoir finalement garantir sa traçabilité tout au long de son utilisation dans le processus jusqu'à, j'ai envie de dire, son archivage définitif dans le système. Au-delà de ces éléments-là, il faut savoir que dans le cadre de la norme, de la nouvelle version de la norme, il est demandé maintenant de générer des attestations à chaque traitement du document. C'est-à-dire au moment où on consulte le document, au moment où le document va être supprimé, au moment où le document va être modifié potentiellement, on va avoir besoin non pas seulement de tracer l'événement dans le journal d'événements, mais bien de générer une attestation qui va être elle-même respecter un certain nombre un certain formalisme pour lequel on va avoir besoin là de pouvoir indiquer à l'intérieur de ce document les éléments qui ont été réalisés autour de ce document. Donc vous voyez que le système d'archivage électronique, il repose sur une norme et puis il repose sur un certain nombre de caractéristiques, sur un certain nombre d'exigences fonctionnelles, technico-fonctionnelles qui vont finalement permettre de respecter ces éléments d'exigence. Il ne faut pas oublier que dans les caractéristiques d'un SAE, il y a évidemment l'hébergement de confiance. On en parlait un petit peu tout à l'heure, on y reviendra en fin de session. L'hébergement de confiance, c'est évidemment le fait de pouvoir héberger le système d'archivage électronique au sein d'une infrastructure qui elle-même est conforme, va respecter un certain nombre d'exigences d'organisation, de structure, de sécurité, j'en parlais tout à l'heure, et c'est un élément très regardé évidemment par l'auditeur. Le dernier point, c'est que le système d'archivage électronique, on en parlait aussi, il se place de manière transverse, donc c'est quelque chose qui doit évidemment être
j'ai envie de dire, opaque d'un point de vue sécurité. Hein. Tout le monde ne peut pas accéder à ce système d'archivage électronique. C'est comme une archive physique. Par contre, ça n'empêche pas le SAE d'être très interopérable. Ça n'empêche pas le SAE d'être très interconnecté avec votre système d'information dans une optique, et on le verra avec quelques exemples, de pouvoir justement permettre à vos applications métiers de délivrer en tout cas d'adresser les documents qui sont générés par cette application directement dans le SAE pour que tout de suite vous ayez les éléments de garantie en matière de conformité. C'est l'exemple qu'on a juste après, Joseph, Tout à fait. Bon. sur la MGEN, Oui. qui est l'exemple, je pense, parfait, qui illustre très bien ça. Alors, la MGEN, c'est un On va Oui, vas-y. Oui, Romain, on va peut-être juste sur ce slide-là renforcer un élément sur la notion de gestion du cycle de vie et ce qu'il faut vraiment mettre en place. Parce qu'en fait, on va considérer que le document, il va avoir 3 grands cycles dans sa vie. Un cycle où il est actif, où il est dans le process d'usage et où normalement tous les gens qui sont concernés par l'exploitation des données et l'exploitation du document doivent intervenir. Donc là, on est vraiment dans l'archivage dit actif. Et au bout d'un certain temps, quand on a fini d'exploiter le contenu du document, on peut le passer dans une archive intermédiaire. Et dès cette étape-là, ce n'est pas simplement un changement de support parce qu'on va accéder moins souvent au document et puis on souhaite utiliser des supports peut-être moins onéreux parce qu'on a besoin de moins de performance et moins de vitesse. Il y a aussi là un impact sur la gestion des droits et les informations qui ne sont plus nécessaires à l'utilisation d'exploitation du document d'un point de vue administratif toutes ces informations doivent être bloquées et n'être plus réservées qu'aux gens qui vont faire le suivi, par exemple le suivi du contentieux ou la partie juridique. Tout à la fin du process, il y a la prise en compte du sort final, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le document, même dans la zone intermédiaire, dans l'archivage intermédiaire, n'a plus de raison d'être gardé parce qu'on a atteint la fin de la durée utile du document d'un point de vue administratif. Et donc, il va falloir se débarrasser de ce document. Et donc là, on se retrouve encore dans des exigences qui sont soit de réellement effacer le document, et la nouvelle extension de la norme 461 de la NF 461 fait que désormais, il faut vraiment mettre un bordereau et pour dire j'ai bien effacé ce document, voilà, non seulement j'ai une trace dans la log, mais j'ai aussi un document qui atteste avec des signatures. Et donc, quand on parle de signature sur le process d'effacement des documents, on entre là dans un sujet qui touche à l'organisation. Il faut que les entreprises désormais se dotent d'une organisation adaptée avec un process de type archiviste. Donc, c'est bien au-delà des problématiques purement techniques. De notre côté, on peut se dire le document a malgré tout de l'intérêt pour moi parce qu'il y a un certain nombre d'informations à l'intérieur qui vont me permettre de tirer un avantage pour la suite de l'évolution des services ou des prestations. Et donc, dans ce cas-là, je pourrais conserver le document à condition de l'anonymiser. Et on est dans un process où in fine, on va avoir un travail de nettoyage ou de remise en forme du document pour enlever les informations qui seraient personnelles, par exemple, par rapport au GDPR, et rendre le document utilisable pour d'autres usages. Donc là, on va revenir sur l'exemple que Romain mettait en avant tout à l'heure avec la MGN. Vas-y, Romain, je te repasse la parole. Merci. Effectivement, la MGEN qui illustre assez bien ce qu'on vous explique depuis tout à l'heure avec Joseph. La MGEN qui avait en fait deux enjeux. Le premier, c'était justement de centraliser l'ensemble de son patrimoine documentaire au sein d'un système qui va pouvoir être mutualisé aux 35 établissements de santé concernés par ce projet, avec une dimension évidemment d'archivage électronique à valeur probatoire. Et puis le deuxième besoin, c'était d'engager la dématérialisation de ce patrimoine documentaire avec en amont la possibilité de pouvoir numériser fidèlement
les documents de santé. Alors, on a mis en place avec la MGEN un socle transverse d'archivage électronique qui va avoir pour enjeu de centraliser l'ensemble des documents et des données qui sont issus de chaque DPI, de chaque dossier patient informatisé, qui sont les systèmes d'information de chaque établissement de santé de la MGEN. Et on est en fait venu décommissionner ces DPI pour faire porter l'ensemble du patrimoine documentaire au sein du système d'archivage électronique de TECI. Ça a eu pour avantage, de pouvoir respecter pour l'ensemble de ce patrimoine documentaire les mêmes règles et les mêmes exigences de conservation et de stockage dans les plans de classement qui ont donc été unifiés au sein des 35 établissements, et puis évidemment de faire porter une valeur probatoire aux documents qui avaient besoin de l'être. Avec la dimension évidemment d'hébergeur de données santé, on a été en capacité de pouvoir héberger l'ensemble de ces documents et de ces données en garantissant évidemment les éléments d'anonymisation et de confidentialité qui vont bien. Le deuxième point, c'est celui de la numérisation fidèle. Et là, la petite particularité de la MGEN, c'est que ça reste un établissement de santé, ça reste une structure de santé, et dans la mesure du possible, ils ont souhaité garder la maîtrise des documents et des données qui pouvaient être numérisés au sein de leur établissement. Et donc, plutôt que de nous confier la prestation, ce que font 100% de nos clients qui souhaitent mettre en place une prestation de numérisation fidèle, ils ont souhaité eux-mêmes passer cette certification 544 sur la numérisation fidèle et réaliser la numérisation de leurs documents au sein de leurs établissements. Et donc, on a réalisé avec eux, et on est en cours de déploiement, les accompagner à la passation de cette certification NF 544 nécessaire pour pouvoir numériser fidèlement les documents. Je le disais, c'est 35 établissements de santé qui sont concernés. En phase initiale, on était sur 1 à 2 téras de documents. Ça va très vite monter au fur et à mesure que les différents DPI vont être commissionnés. Et à terme, ça pourrait concerner plusieurs dizaines, plusieurs centaines de documents et données qui seront portés par le système d'archivage électronique de TECI. Donc voilà, c'est pour nous un très bon exemple qui illustre la capacité, d'abord notre capacité à pouvoir répondre à ces deux besoins, mais surtout la nécessité d'avoir une vue transversale du sujet, on en parlait, et aussi un aspect de mutualisation qui est important. Et là aussi, ça va être la suite du sujet. Finalement, comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet pour faire en sorte que lorsqu'on est une entreprise, une organisation structurée avec différentes filiales ou avec différents établissements, comment est-ce qu'on peut finalement mutualiser les bénéfices d'un SAE au sein de tous ces établissements? Et donc, notre troisième partie. Voilà, donc l'idée, c'est d'essayer de voir comment, une fois qu'on a fait l'effort de mettre en place le SAE sur une thématique particulière, pouvoir mutualiser cet élément-là. Un des éléments de base, c'est de se dire comment est-ce qu'on va implémenter le SAE, puisque on peut obtenir le SAE comme une brique vraiment indépendante, quelque chose dans lequel on va pouvoir venir déverser les documents à un moment donné, et puis utiliser des fonctions de recherche pour retrouver les documents qui nous intéressent, d'extraction pour pouvoir les exploiter et les remettre dans un process administratif. Il y a aussi la possibilité, et on le soulignait tout à l'heure, l'intérêt c'est de mettre dans le SAE les documents dès la source, dès l'origine, et souvent dès l'origine, euh, on est dans des applications métiers, on est dans des applications où on va devoir mettre en place du process qui va utiliser le document à un moment donné de son cycle d'exploitation dans l'organisation. Et là, donc, on a donné un exemple
autour d'un CRM où on peut intégrer l'appel au SAE. Donc le versement peut se faire directement depuis par exemple une suite Office. On va déverser une pièce avec un numéro de dossier et on va utiliser le CRM pour aller rechercher cette pièce par rapport au numéro de dossier, au numéro de client, au numéro de fournisseur, etc. Et donc on est dans une approche où le SAE joue son rôle de gestion du cycle de vie, donc il travaille en arrière-plan pour être sûr que toutes les contraintes vont être appliquées sur les documents qui sont utilisés. Par ailleurs, le document reste exploitable dans l'activité quotidienne, il reste exposé dans les différentes applications métiers, et donc on a les deux pendants. D'un côté, la certitude que dès la source, le document il a bien été pris en compte avec une gestion propre de son cycle de vie et de sa sécurité, et de l'autre côté, il reste exploitable pour toutes les opérations au quotidien. L'objectif, c'est vraiment là de mettre en place une logique de gouvernance de l'information et donc essayer d'utiliser le SAE comme un outil pour faciliter la gouvernance. Dans l'exemple de la MGEN, on voit bien cette notion de socle commun. Donc le socle commun pour la MGEN, on l'a vu par rapport à la notion de DPI, mais dans les entreprises, en fait, il existe de nombreux silos. Toute la partie RH, toute la partie facturation, j'ai parlé de bureautique tout à l'heure, et donc chacun de ces domaines-là est souvent servi par des applications tout à fait spécifiques. Si on regarde, on parlait tout à l'heure des compagnies d'assurance. Si on regarde dans une compagnie d'assurance, il y a des solutions métiers qui permettent de gérer le tout. Et il y a des cas particuliers, par exemple, dès qu'il arrive un litige, il y a des applications un peu spécialisées comme du claim management qui viennent en plus de l'ERP classique. Donc on a là, même dans une ligne identifiée métier de manière uniforme, on voit apparaître des silos. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir casser ces silos, extraire l'information qui est utile à l'intérieur et pouvoir la rendre accessible. Donc pour faire ça, le SAE peut jouer un rôle majeur. Euh, Parce qu'on va pouvoir l'alimenter en mettant en place des connecteurs. La notion de silo, c'est bien des applications métiers toutes différentes et l'objectif est de pouvoir mettre des prises dessus. Et il existe un certain nombre d'outils qui permettent d'aller facilement se brancher sur un peu toutes les sources pour récupérer non seulement le document qui est utile, mais aussi récupérer toutes les informations contextuelles qui pouvaient présider au moment de la réception. Une fois archivés ces documents, donc avec leurs métadonnées, les éléments de contexte dont je viens de parler, une fois ces documents archivés, on va pouvoir rechercher d'une manière transverse à l'intérieur. Et ça, c'est l'intérêt d'un certain nombre d'outils, les nôtres en particulier, de permettre cette facilité-là d'aller faire des recherches transverses et rapides sur des volumes extrêmement importants de données. Et si on s'intéresse à la métadonnée proprement dite, il y a des notions de data lake, par exemple, qui ont cours aujourd'hui, qui permettent de dire, eh bien, ce fond d'information, je vais pouvoir l'utiliser, l'exploiter avec des outils analytiques. Alors, oui, des outils analytiques tout à fait classiques, genre BI, ou des outils analytiques un petit peu plus évolués. On voit aujourd'hui apparaître des solutions autour de l'intelligence artificielle qui vont permettre de faire de l'analyse de sentiments, par exemple, sur un certain nombre de documents. Et on parlait tout à l'heure d'anonymisation, donc c'est pertinent d'aller anonymiser des documents pour pouvoir les conserver et en tirer un bénéfice à travers des outils analytiques, parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve, et si on veut demain voir sous un autre angle tout le fond documentaire que l'on a pu donc, enfin, qui constitue la valeur de l'entreprise. En fait, cette information-là, c'est tout le vécu de l'entreprise, tout l'historique qu'on va pouvoir exploiter. Et l'idée derrière, c'est aussi de pouvoir rendre ces informations-là accessibles à tout moment, et donc de mettre en place un certain nombre d'outils, de connecteurs de prise simple, en particulier des API et des API REST sur la techno du moment, pour rendre accessibles ces informations depuis n'importe quelle plateforme dans laquelle on pourrait en avoir besoin. Donc voilà un genre d'utilisation tout à fait transverse du socle SAE, qui va permettre non seulement de sécuriser le process, de mettre à l'abri
tous les défauts par rapport à la conformité réglementaire, mais qui va être aussi une source de bénéfices pour aller efficacement retrouver de l'information, partager de l'information et surtout exploiter l'information que l'entreprise aura pu mémoriser. Donc, Romain, je te repasse la parole sur la partie finale, en fait. Oui, merci. J'ai évoqué tout à l'heure quelques noms de solutions. On va juste faire un petit focus sur une de nos solutions qui est Tessie Data Content, qui se place véritablement comme une solution transverse de gestion du patrimoine documentaire avec cette dimension d'archivage électronique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Data Content est une solution véritablement orientée Big Data et va vous permettre, au-delà de l'aspect archivage électronique, de véritablement se placer au cœur de votre système d'information pour conserver, gérer et conserver l'ensemble de vos documents et de vos données. Data Content, aujourd'hui, c'est une solution qui est disponible sous deux configurations. Une configuration en mode hébergement dédié qui va moi, j'aime bien dire quand je présente cette configuration que c'est un peu la Rolls-Royce en matière d'archivage électronique. C'est-à-dire qu'on va véritablement vous mettre à disposition une solution aux petits oignons. Vous allez pouvoir choisir, on va pouvoir ensemble en tout cas configurer le serveur sur lequel ou les serveurs sur lesquels on va venir héberger ce système. On va venir vous accompagner dans la manière de l'implémenter ou en tout cas de l'interconnecter avec votre système d'information. On va pouvoir aussi vous offrir certains éléments de spécificité, de développement spécifique un petit peu plus poussés par finalement cette mise à disposition dans un hébergement dédié. Et finalement, c'est véritablement la configuration qui va se rapprocher le plus possible de vos spécificités et de vos besoins. À côté de cette configuration aux petits oignons, disais-je, nous avons une configuration un petit peu plus standard, entre guillemets, en mode SaaS mutualisé, qui va avoir pour avantage, au-delà d'un coût évidemment moindre que sur la première configuration, surtout un déploiement beaucoup plus rapide et entre guillemets facilité par le fait qu'on vous active finalement ce data content sur un serveur qui est lui-même mutualisé et qui va vous permettre finalement de très vite pouvoir activer ce service et disposer de ce service. Alors, souvent, le mot mutualisé, il fait un petit peu peur parce qu'on a l'impression qu'on met tout le monde sur un serveur puis que c'est un petit peu, le bazar, entre guillemets. Pas du tout. Un serveur mutualisé, c'est un serveur effectivement où on va mutualiser un certain nombre d'éléments d'architecture physique, mais c'est surtout une configuration dans laquelle on vous garantit évidemment le cloisonnement avec les autres configurations et évidemment les données, les documents, les configurations, etc. sont bien sécurisés et rien ne dépasse et évidemment sur cette partie-là. En tant qu'hébergeur, hein, on est spécialiste de ce type de sujet. Évidemment, les deux configurations ne répondent pas à la même typologie de besoin. On a des clients qui préfèrent aller vite et sur un projet plutôt court terme, entre guillemets, en termes de déploiement, et qui du coup veulent très rapidement pouvoir disposer de cette configuration et qui arrivent sur un mode mutualisé. Et puis on a des clients, par exemple la MGN en fait partie, qui de par le projet, de par l'ampleur du projet, de par l'aspect aussi très transversal aussi du sujet, évidemment, se profite plutôt d'un hébergement dédié. Donc les deux solutions sont disponibles. Dernière précision tout de suite aussi, quelle que soit la configuration,
hébergement dédié ou hébergement en SaaS mutualisé, la version logicielle est exactement la même. Vous avez exactement les mêmes fonctionnalités. Vous profitez des mêmes évolutions de logiciel. Il ne s'agit pas de versions qui sont potentiellement dégradées, etc. On est bien sur 2 versions logicielles qui sont identiques d'une configuration à une autre. Voilà pour cette petite présentation de Data Content en quelques mots. Oui, Romain. Donc, pour compléter, on nous a souvent demandé, mais pourquoi est-ce que ça serait compliqué de faire ça en interne dans une entreprise, de le faire on-prem. Donc, Romain le soulignait tout à l'heure, il y a peu de clients qui le font. Il faut avoir une justification du besoin qui est vraiment, vraiment particulière. Parce qu'en fait, se cache derrière ce type de plateforme des contraintes de sécurisation importantes, donc de la redondance. Dès qu'on met en place de la redondance, eh bien ça va poser des soucis de synchronisation dès que les volumes vont augmenter. Et il faut garder la possibilité d'une scalabilité souple, donc de pouvoir rapidement rajouter du stockage, de l'indexation, sans perdre en performance sur la partie recherche. Et donc, les mises en œuvre technologiques, la technologie qui est mise en œuvre sous-jacente, demande une prise en main qui est assez élaborée, une administration qui est assez complexe. Et donc, les entreprises qui veulent mettre en place une plateforme chez elles ont tout à fait la possibilité de le faire. Il faut simplement savoir qu'il y a un impact sur l'organisation. Il faut avoir du personnel non seulement dédié, mais une montée en compétences vraiment particulière et un accompagnement des exploitants de manière à garantir cette continuité, cette sécurité dont on parle depuis le début, sachant qu'il y a aussi des éléments de cryptage et parfois même du matériel spécifique pour gérer des clés de cryptage et pour gérer des stockages un peu particuliers. Voilà. Donc, pour passer sur le tout dernier slide, Romain, je te repasse la main pour terminer. Oui, au-delà des éléments, on parlait liés à la conformité, à la norme, etc. On souhaitait aussi préciser un point qui est que, en tant que prestataire de confiance au sens large du terme, on bénéficie d'un certain nombre d'autres certifications, d'autres qualifications. Je vais faire une légère je vais sortir un tout petit peu du sujet de petites secondes pour illustrer mon propos. Nous sommes par exemple prestataires qualifiés pour acheminer des lettres recommandées électroniques. Vous savez que pour pouvoir dématérialiser les recommandés électroniques, il faut passer par des prestataires qualifiés. Tessie en est un. Et au travers de cette qualification, nous devons là aussi présenter patte blanche. Alors sur des éléments de sécurité et de traçabilité, etc., qui peuvent être communs évidemment à la norme 461, mais on doit aussi respecter d'autres éléments complémentaires. Et donc, au travers de cette qualification en tant que prestataire de recommandés électroniques, et ben finalement, on fait évoluer nos systèmes d'hébergement aussi pour respecter ces normes-là. Ce qui fait que quand vous appuyez sur l'hébergement Tessie pour votre SAE, vous bénéficiez aussi d'autres certifications, d'autres normes qui ne sont pas forcément des exigences de la norme 461, mais pour lesquelles vous en profitez, j'ai envie de dire, tout de même. Et donc, c'est les éléments que vous avez à l'écran en matière de sécurité du système d'information, évidemment, en termes de RGPD aussi. On parlait d'organisation tout à l'heure sur le fait que voilà, tout le monde n'accède pas au data center, tout le monde ne peut pas accéder évidemment aux serveurs de recettes, de preuve, développement, etc. Donc, il y a un certain nombre d'éléments de sécurité qui sont très forts et qui j'ai envie de dire, viennent renforcer encore l'aspect de sécurité, l'aspect de confiance que nous portons aujourd'hui et pour lequel vous pouvez en profiter ici au travers de notre hébergement sécurité et de confiance. Donc voilà, c'est juste pour préciser que en tant que prestataire de confiance, on s'attache véritablement à ce qu'on ait ces gages finalement, ces preuves de confiance au travers de ces certifications et ces normes que vous avez à l'écran. Merci Romain. Je
pense qu'avec le temps qu'il nous reste, on peut passer peut-être à des questions-réponses. C'est que nous avons été clairs, Joseph, je pense. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. D'accord. N'hésitez pas à intervenir en, en désactivant vos micros, évidemment. Abdelhaim Hamzal de la Mutuelle des motards, j'ai une petite question par rapport au cloisonnement. Vous avez parlé d'un cloisonnement dans le 7Jet. Et ma question, en fait, de ce que je comprends, c'est qu'on peut cloisonner par service, en fait. On peut, par service ou par entité ou par bureau, par exemple, par habitation. Oui, tout à fait. On peut facilement cloisonner. En fait, il y a plusieurs méthodes pour cloisonner. Il y a des méthodes qui sont vraiment physiques, où on fait des bases différentes. Et puis, il y a des méthodes qui sont plus basées sur la gestion de la sécurité. Et cette gestion de sécurité permet de dire, en fonction de l'appartenance d'une personne à un groupe, ben on peut limiter son droit d'accès et limiter ce qu'elle va être capable de voir. Et c'est un moyen vraiment de segmenter de manière très fine ce qu'une personne pourra voir, à l'information à laquelle elle pourra accéder. Et par exemple, on parlait tout à l'heure d'utiliser la JET de manière transverse. On a des clients qui l'utilisent pour mettre des documents de type RH, donc des feuilles de paye en particulier. Ça permet au service d'aller déposer dans une base unique la totalité des feuilles de paye. Et les employés, les salariés accèdent de manière unitaire uniquement à leurs feuilles de paye à travers un portail. Et donc, ils ne peuvent pas voir les documents d'autres personnes, c'est vraiment que les leurs, et c'est géré que par la sécurité interne dans la mécanique de recherche à travers des API. Et on peut ajouter aussi que dans ce type de solution, là, on parlait d'anonymisation tout à l'heure, ou en tout cas d'accès à de la donnée. On a la capacité d'aller très très loin dans la gestion des droits, avec la possibilité de pouvoir, en fonction du profil utilisateur, permettre ou pas de voir les métadonnées associées à un document, et je dirais même de voir certaines métadonnées et pas d'autres associées à un document. Par exemple, on peut voir des données qui peuvent être liées, je ne sais pas moi, à la pathologie, par exemple, à la dernière consultation, etc. Par contre, on n'a pas forcément accès au nom, au prénom, à la date de naissance, au numéro de sécurité sociale associé à ce document, alors que la métadonnée existe. Voilà. Donc, on peut aller vraiment très, très loin dans la gestion de ces droits, avec cette capacité à finalement masquer ou pas certaines métadonnées en fonction du profil. Tout à fait. Je l'évoquais tout à l'heure dans la contrainte au niveau du RGPD de passer d'un archivage dit actif à un archivage intermédiaire. Dans cette étape-là, il est préconisé de limiter l'accès aux informations. Au départ, dans la phase active, toutes les personnes ayant accès aux documents peuvent voir toutes les informations nécessaires. Et ensuite, uniquement les gens qui sont concernés par les étapes suivantes du cycle de vie du dossier, par exemple. Je parlais tout à l'heure de recouvrement ou de juridique. Tous les opérateurs initiaux n'ont plus accès à ces données-là par le simple fait qu'on est passé d'un mode actif à un mode, on va dire, passif, où le document n'a plus de raison d'être utilisé d'un point de vue administratif. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, et surtout si on a répondu à votre question. Oui, c'est bon pour moi. Ouais. Merci. OK. N'hésitez pas, hein, si vous avez une question, une observation. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de nous arrêter là, de vous remercier évidemment pour votre participation, votre écoute attentive.
Joseph et moi, on se tient à votre disposition, évidemment, si vous souhaitez échanger un peu plus en détail sur votre projet. On sera ravis de vous écouter et d'y répondre. Et puis, d'ici là, on vous souhaite évidemment un bon appétit, une bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt.